Tunisie, de loin le plus petit pays du Maghreb, est la plus ancienne entité politique d'Afrique avec l'Égypte. Ses frontières, occidentales et orientales, qui ne correspondent pourtant à aucun accident géographique, sont presque les mêmes qu'il y a 2500 ans. Une telle pérennité a de quoi surprendre, tant ce petit promontoire, situé au point de rencontre des bassins oriental et occidental de la Méditerranée, a connu d'invasions. Venu de l'Est, de l'Ouest et du Nord. Du Sud, il n'a jamais eu à craindre que l'avancée du désert. Constamment sous le joug de puissances étrangères depuis l'Antiquité, jusqu'à son indépendance en 1956, la Tunisie a toujours réussi à préserver sa spécificité. 3000 ans d'histoire qui ont débuté avec la fondation de Carthage, ce qu'elle n'a jamais oublié. Au commencement, des tribus nomades peuplent l'Afrique du Nord. Venues vraisemblablement du Sahara, elles parlent une langue commune qui ressemble à l'égyptien ancien et que l'on appelle la langue berbère. Leur mode de vie est encore très primitif lorsqu'arrivent vers la fin du XIIe siècle avant Jésus-Christ des marins et marchands phéniciens. Ils fondent Utique et créent des comptoirs autour de la Méditerranée et même au-delà. 300 ans plus tard, Didon, princesse originaire de Tyr, fuit son pays et fonde Carthage. Très vite, Carthage va s'affirmer comme l'une des villes les plus puissantes de la Méditerranée. En ranimant les anciens comptoirs phéniciens, elle se bâtit tout un empire et développe la civilisation punique, un mélange d'influences phéniciennes et berbères qui va dominer la Méditerranée pendant 7 siècles. Mais de l'autre côté de la Méditerranée, l'impérieuse Rome, qui vient de terminer la conquête de l'Italie, s'inquiète de l'expansion carthaginoise qui gagne en Sicile. Elle déclenche les guerres puniques qui vont durer plus de 400 ans. Si Hannibal et ses éléphants peuvent un temps menacer Rome, le conflit se solde en 146 avant Jésus-Christ par la destruction totale de Carthage. Avec l'arrivée des Romains, c'est une nouvelle ère qui commence. Les territoires conquis sont transformés en une province romaine d'Afrique. Puis l'Africa s'agrandit de la Numidie et de la Tripolitaine, et prend le nom d'Afrique proconsulaire. Carthage, reconstruite par Auguste, revit si bien qu'on la surnomme la Rome africaine. Un aqueduc de 132 km est construit pour alimenter en eau ses 300 000 habitants. La province est aussi en pleine expansion. Elle s'enrichit, se développe et s'urbanise. Des sites oubliés sont réhabilités et embellis par de somptueux monuments. Mais malgré cette grande prospérité, les Africains, qui ont par le passé assez facilement abandonné leurs anciennes croyances pour adorer les dieux de Rome, vont se convertir au christianisme lorsqu'il arrive en Africa, après s'être répandu dans tout l'Empire romain. Tandis que le pays se couvre d'églises, que l'Empire romain se désagrège et que l'empereur Constantin a délaissé Rome pour Byzance, l'Africa va aussi connaître de graves troubles sociaux et des conflits religieux qui vont l'affaiblir. Les Vandales, venus d'Espagne, vont en profiter pour s'emparer de Carthage, qu'ils occuperont pendant 1 siècle, avant de se fondre dans les institutions existantes. Attaqués par les Berbères, affaiblis par des soulèvements ruraux et des divisions internes, leur royaume sombre vite à la mort de leur chef, Genséric. C'est une opportunité que va saisir l'empereur byzantin Justinien, qui rêvait de reconstituer un empire universel héritier de Rome.
Il chasse sans difficulté les Vandales d'Afrique du Nord. Mais les successeurs de Justinien, sans cesse attaqués par les Berbères, ne peuvent bientôt plus assurer la sécurité d'aussi vastes territoires. Ils édifient donc de nombreuses forteresses, mais en vain, car elles ne résisteront pas à la déferlante des conquérants arabes qui va tout emporter sur son passage. Après quelques raids dévastateurs, les Arabes finissent par s'emparer de Sbeitla et fondent Kérouan, qui servira de base arrière pour leur campagne militaire. La prise de Carthage et sa destruction signera la fin de la présence latine dans cette région. C'est un tournant dans l'histoire de la Méditerranée. Mais pour le nouvel occupant, la pacification s'avère difficile, car les Berbères, sous l'autorité de leur reine Lacaena, se révéleront bien plus redoutables encore que les Byzantins. Mais ils seront finalement vaincus, et le calife de Damas peut enfin étendre son autorité sur toute la région. La population est rapidement islamisée, et les Berbères convertis à l'islam seront enrôlés dans l'armée. La province prend le nom d'Ifriqiya, et une nouvelle ville, Tunis, est fondée. C'est une rupture définitive et profonde avec le passé romain. Pendant les 9 siècles qui vont suivre, de nombreuses dynasties, héritières ou autoproclamées, vont se succéder pour gouverner l'Ifriqiya. Les Aghlabides, sous l'autorité du calife de Bagdad, seront les premiers à régner sur la province. Ils prôneront un islam tolérant et sobre qui amènera une période de prospérité appelée le siècle d'or. Ils équipent le pays de réservoirs pour l'irrigation, construisent des ribas, sortes de forteresses monastères qui servent à la fois de ligne de défense et à diffuser l'islam. Ils agrandissent aussi la grande mosquée de Kérouan, qui participe activement à l'arabisation des Berbères. Mais quelques tribus berbères se révoltent contre l'arbitraire des émirs sunnites. Ils adhèrent à l'hérésie chiite d'un nouvel envahisseur, qui avec leur aide renverse les Aghlabides et fonde la dynastie fatimide. C'est de Mahdia, où ils se sont installés, qu'ils repartent à la conquête du monde arabe pour le convertir de force au chiisme. Ils confient l'administration de l'Ifriqiya à leurs alliés berbères, qui ne tarderont pas à vouloir s'émanciper de la tutelle fatimide. La vengeance des Fatimides sera terrible. Ils vont livrer le pays à des tribus nomades de Haute-Égypte qui vont mettre à feu et à sang tout le territoire. Cette seconde invasion va complètement bouleverser l'équilibre de la région. Les villes du sud et du centre sont pillées, ce qui oblige les populations à déserter les campagnes pour se réfugier dans les montagnes et les villages fortifiés. Quant aux régions côtières de l'Est, elles s'émancipent et se transforment en petites principautés autonomes, très vite assaillies par de nouveaux envahisseurs qui profitent du chaos pour venir s'installer et prélever un tribut. À peine établis, les Normands de Sicile sont déjà chassés par d'autres conquérants, les Berbères musulmans originaires du Maroc, les Almohades. Ils installent un gouverneur marocain à Tunis qui s'affranchira bientôt de la tutelle des Almohades, s'arrogera le titre d'émir et fondera une nouvelle dynastie, les Hafsides, qui régneront pendant 3 siècles. Bien que les Hafsides aient eu à affronter de fréquentes crises internes, des révoltes arabes et plusieurs croisades, dont celle du roi de France Saint-Louis, l'Ifriqiya devient la principale puissance du Maghreb. Tunis, la capitale, s'agrandit, et l'on commence tout juste à donner au pays le nom de Tunisie. Devenue un enjeu majeur du commerce méditerranéen, elle se trouve prise en étau entre les 2 grandes puissances de l'époque, l'Espagne et l'Empire ottoman. Leurs affrontements précipiteront la chute de la dernière dynastie hafside. Profitant du chaos, les ports s'organisent une fois de plus en une multitude de petits États et la piraterie s'installe. Les corsaires vont prendre une telle importance en Méditerranée occidentale que le plus célèbre d'entre eux, un Turc du nom de Barberousse, s'empare des principaux ports de Tunisie pour le compte du sultan de Constantinople. L'Espagne organise la réplique de la chrétienté,
mais la Tunisie repousse les Espagnols grâce à l'aide de l'Empire ottoman. C'est ainsi que la Tunisie devient pendant 75 ans la régence de Tunis, administrée par un pacha, puis par des bey jusqu'à son indépendance. Pendant la Régence, Tunis devient une ville cosmopolite et prospère. La plupart des palais de la ville datent de cette époque. Minés par des querelles internes, des soulèvements et de fréquents conflits avec l'Algérie, les beys, qui entretiennent un train de vie fastueux, s'endettent beaucoup, notamment auprès des grandes puissances européennes. Ces dernières, qui aimeraient bien étendre leur influence dans cette zone, font pression sur la Tunisie pour qu'elle abandonne la pratique de la course, car cela entrave la navigation et le commerce en Méditerranée. Lorsqu'en 1830, la France débarque en Algérie, la Tunisie sait qu'elle est en ligne de mire, mais comme elle lui doit beaucoup d'argent, elle ne peut se permettre de protester. En 1881, l'incursion d'une tribu de pillards tunisiens en Algérie donne un prétexte à Jules Ferry pour lancer une expédition punitive sur la Tunisie. En mai de la même année, la Tunisie doit se soumettre. Le bey signe le traité du Bardo, qui établit le protectorat français. Dès cet instant, l'administration coloniale française contrôlera toutes les décisions du bey. Bizerte et sa base navale demeurent l'un des symboles forts de la présence française en Tunisie. Avec une position stratégique unique, la base navale jouera un rôle primordial au cours des 2 guerres mondiales. Elle sera notamment occupée par les Allemands jusqu'à la défaite de l'Africa Korps en mai 1943. Restituée à la France, elle ne l'évacuera qu'en 1963. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la paix revenue, Bourguiba reprend la lutte pour l'indépendance. Entre la France et la Tunisie, c'est l'épreuve de force. En 1954, le mécontentement populaire est énorme, et le président du Conseil français, Pierre Mendès France, finira par reconnaître l'autonomie interne de la Tunisie en juin 1955. Son indépendance sera décrétée le 20 mars 1956. C'est une ère nouvelle qui s'ouvre pour la Tunisie. Pour la première fois depuis l'Antiquité, les Tunisiens prennent en main la gestion des affaires du pays. Ils héritent d'une terre, idéalement située le long de côtes hospitalières, qui échappe pour partie à son destin africain et qui participe par certains de ses aspects du monde méditerranéen. Pétri par l'histoire, creuset de civilisation et terre d'invasion, c'est le pays du Maghreb qui a été le plus exposé aux influences étrangères. On y trouve les traces de la puissante Carthage, de l'orgueilleuse Rome, de l'éclatante Byzance qui se mêle à celle des émirs bâtisseurs, des Andalous et de bien d'autres encore qui sont venus après. Et c'est aussi, paradoxalement, celui dont la population est la plus homogène. Une population qui se concentre principalement dans les zones riches et tempérées du nord et du centre de la Tunisie, alors que les villages du sud tunisien, pauvres et au climat aride, abritent encore une faible population berbère qui perpétue son désir d'indépendance. Fidèles en cela à l'histoire de leur peuple, qui depuis la lointaine Antiquité ont oscillé entre résistance et assimilation à des civilisations dominantes. Terre d'islam modéré, la Tunisie dissimule ses mosquées, ses souks et ses secrets dans les ruelles étroites de ses vieilles médinas. Et à défaut d'une identité forte, on y rencontre un esprit d'ouverture et un certain goût pour la tolérance.